Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter et vous donner mon avis sur le roman The Crime de Marie Rutkowski. C'est le tome 2 d'une série de romans. Je vous ai présenté il y a 15 jours je crois la vidéo sur le tome 1 The Curse que je remettrai en barre d'infos et en commentaire épinglé. Sans biscotte évidemment. Pour que vous puissiez voir donc mon avis sur celui-là. Si jamais c'est une série que vous voulez voir, je vous déconseille comme toujours de regarder ma deuxième vidéo, donc celle d'aujourd'hui, puisque je vais forcément révéler des éléments de l'intrigue. Je ne sais pas combien il y a de romans dans cette série, mais je sais qu'il y a forcément au moins un autre roman, vu la fin de ce roman-là qui nous laisse un petit peu en suspense, on va dire ça comme ça. Donc je vais commencer par vous lire le résumé, puis je vous lirai quelques pages du roman avant de vous donner mon avis sur celui-ci. Donc aujourd'hui, en résumé, nous avons fille du général. Alors attendez, je vais zoomer parce que général le plus titré de l'Empire, Kestrel a eu la faiblesse, alors qu'elle réprouve l'esclavage, d'acheter dans une vente aux enchères un jeune homme du nom d'Harry. Pire encore, elle a eu la bêtise de lui permettre de devenir son ami et de laisser la ville entière s'en émouvoir. Elle n'a compris qu'au dernier moment son erreur, en découvrant l'impensable. Espion aux ordres de son peuple oppressé, les Érani. Le jeune homme était là depuis le début, pour la trahir, pour renverser le pouvoir. À présent, tout a changé. Kestrel a été contrainte de lutter pour sa survie. Elle a vu ses amis tomber autour d'elle et a dû supporter la douleur de la trahison d'Harry. Elle, dont l'éducation entière lui souffle de tout faire pour se venger. Mais, alors qu'il a fallu choisir son camp, elle a préféré à son tour l'impensable. Sacrifier son bonheur pour celui des Érani, c'était un terrible chantage qui la force à tout leur mener le dos à Harry une bonne fois pour toutes. Elle est désormais la fiancée du fils de l'empereur. S'ouvre à la cour un terrible jeu d'échecs où Kestrel doit mentir à tout le monde, depuis le monarque, un homme sans pitié qui se délecte de la souffrance d'autrui, jusqu'à Harry lui-même, en passant par la masse des courtisans qui n'espèrent que sa chute. Gagner sera-t-il pour elle la pire des malédictions? Jeu de pouvoir, coup de bluff et piège insidieux, dans un monde nouveau-né de l'imagination d'une auteure, unanimement saluée pour son talent. De jeunes gens que tout oppose se livrent à une partie de poker menteur qui pourrait bien décider de la destinée. Elle se coupa en ouvrant l'enveloppe. Une telle hâte avait saisi Kestrel à l'idée de déchiffrer la lettre. Pathétique, vraiment, que, les mains saisies d'un tremblement convulsif, elle s'était tout simplement jetée dessus pour la déchiffrer. Simplement parce que son nom sur le vélin était composé en alphabet Érani. Le coupe-papier avait glissé et quelques gouttes de sang carmin, perlées, sur le feuillet. Où un bouquet de taches écarlates s'épanouissait à présent sous ses yeux. La missive, constata-t-elle, ne venait pas de lui. Non, bien sûr, mais du nouveau ministre Érani de l'Agriculture. Le dignitaire écrivait pour se présenter et assurer à Kestrel qu'il avait hâte de la rencontrer. Je pense que nous avons, vous et moi, beaucoup en commun et tant de choses à nous dire, écrivait-il. Qu'entendait-il par là? Mystère. La jeune fille ne l'avait jamais croisé, n'avait même jamais entendu parler de lui. Il lui faudrait sans doute recevoir ce fonctionnaire un jour. Elle était, après tout, l'ambassadrice impériale auprès du nouveau territoire indépendant de Éran. Mais pour tout dire, Kestrel n'avait pas imaginé devoir passer beaucoup de temps en compagnie de la du ministre de l'Agriculture. Elle n'avait pas la moindre opinion sur les dernières techniques de rotation des cultures, où la question cruciale
fait du recours à l'engrais. Le mépris qui colorait ses réflexions prit la jeune fille au dépourvu, tout comme la grimace de dépit qui déformait ses lèvres. Elle le comprit soudain. La lettre avait suscité chez elle, ni plus ni moins, un sentiment de fureur. Cette rage était d'abord dirigée contre elle-même, car à la vue de ces noms et qualités inscrits en alphabet érani sur l'enveloppe, son cœur avait bondi dans sa poitrine. Elle avait espéré que la missive vienne d'Arin. Elle n'avait pourtant pas eu le moindre contact avec lui en un mois de temps, pas depuis qu'elle lui avait offert sur un plateau l'indépendance de son pays. Le patronyme de Kestrel sur la lettre n'avait même pas été tracé de la main du jeune homme. Elle était bien placée pour le savoir. Elle connaissait par cœur son écriture jusqu'à ses doigts serrés autour de la plume, ses ongles taillés courts, ses phalanges lardées de cicatrices argentées laissées par le feu de la forge, la peau un peu rêche de ses paumes, tous ces attributs si prolétaires, complètement aux antipodes de ses pleins et de ses déliés à l'élégance inimitable. Kestrel aurait dû savoir dès le premier instant, que le courrier n'était pas de lui. Elle s'était malgré tout hâtée de l'ouvrir, à grands gestes impatients, et avait, en dépit d'elle-même, éprouvé un pincement au cœur en découvrant le contenu de la missive. Avec brusquerie, elle posa la dépêche sur une petite table en marqueterie, puis elle empoigna la bande de soie qui lui sanglait la taille, juste sous la dague que, comme toute valérienne digne de ce nom, elle portait bien en évidence à la hanche. Une fois qu'elle eut dénoué sa ceinture, la jeune fille l'enroula autour de sa main ensanglantée. Le tissu ivoire au reflet chatoyant se teinta aussitôt d'écarlate, désormais irrécupérable. Mais peu importait, la fiancée du prince Férex, héritier de l'Empire valorien, n'avait pas à se préoccuper de ce genre de menus détails. Et désormais, c'était bien là son statut, le trait d'huile précieuse saupoudrée d'or que ses suivantes dessinaient chaque matin sur son front en attestait. Des centaines de ceintures, des placards entiers de robes, des rivières de diamants encombraient ses appartements. Même si c'était encore difficile à croire, Kestrel n'était autre que la future impératrice. Pourtant, c'est une démarche qui manquait singulièrement d'assurance, qu'elle se leva de sa chaise d'ébène richement sculptée. Elle jeta un regard pensif au décor encore inhabituel de son bureau personnel, l'une des nombreuses salles de ses appartements. Les murs de pierre, leurs coins à angle droit, les deux corridors étroits qui débouchaient dans la pièce, ne laissaient jamais de lui procurer. C'est pas français ça, ne laissait jamais de lui procurer un sentiment d'étrangeté. C'est ne finissait jamais de lui procurer un sentiment d'étrangeté. Kestrel n'aurait pas dû s'en étonner pourtant. Elle n'ignorait pas que le palais impérial était aussi une forteresse militaire. Ses couloirs minuscules créaient des goulots d'étranglement, destinés à ralentir la progression d'un éventuel envahisseur. Mais ces considérations guerrières donnaient à l'endroit un aspect étrange, presque hostile. Il s'était à 1000 lieues des volumes accueillants de la maison où elle avait grandi. Voilà pour ma lecture d'un extrait pour ce qui est de mon avis sur ce roman. J'ai bien aimé ce tome 2. Contrairement à beaucoup de tomes 2 dans des séries de romans, celui-ci est vraiment riche. Il s'y passe énormément de choses. Donc cette fois, on est quasiment tout le livre dans la capitale
personnages et qui surtout les rend assez adultes, parce que des fois dans les romans pour adolescents, les personnages adultes se comportent comme des adolescents de 14 ans et ce n'est pas du tout crédible. Et là, ce n'est pas vraiment le cas et du coup j'ai trouvé ça assez crédible. Après, ce que j'ai moins aimé, c'est le côté poussé à l'excès de l'amour entre Kestrel et Arin. J'ai trouvé que ça frisait quand même parfois le ridicule, ce qui était un peu dommage. J'ai pas trop compris pourquoi le personnage de Jess avait été un peu balayé du roman. Peut-être pour isoler l'héroïne et montrer, expliquer du coup les conséquences de ses actions. Je sais pas, mais j'ai trouvé que c'était pas très cohérent, surtout par rapport au tome 1. Donc est-ce qu'elle va revenir dans la suite? Je ne sais pas, mais pour l'instant je reste un peu cachée et déçue de ce qui a été fait de ce personnage là, je trouve ça dommage. Voilà. J'ai beaucoup aimé le personnage du fils de l'empereur qui donne vraiment une dimension extrêmement humaine à certains passages du roman qui sont un petit peu plus durs, voire parfois un peu enfin je vais pas dire ennuyant, mais on sent que l'héroïne elle tourne un peu en rond dans sa tête, elle sait pas ce qu'elle veut faire. C'est vraiment un deuxième tome d'indécision. Alors il se passe beaucoup de choses, mais du coup à chaque fois elle est indécise, elle se dit je vais faire ci, je vais faire ça, après il se passe un truc, ah mince mais est-ce que je fais ci, est-ce que je... Enfin vous voyez, et donc c'est vraiment ça. Donc ça reste intéressant, mais des fois ça fait plaisir d'avoir quand même le personnage du fiancé, donc du fils de l'empereur, qui donne un peu de... comment dire, de respiration, de ventilation, de repos, un peu dans ce roman. Donc ça j'ai vraiment apprécié. Alors par contre, la fin ne m'a pas du tout convaincue par rapport au reste du roman. J'ai trouvé que d'un coup, elle crie invisible, on ne sait pas pourquoi, et ça va avoir des conséquences. Et j'ai l'impression que l'auteur a vraiment cherché un prétexte, je vais pas dire bidon, mais qui n'est pas cohérent avec le reste du tome, pour changer l'héroïne d'endroit pour la suite. Donc voilà, je veux pas être trop sévère pour l'instant là-dessus, parce que le reste du roman est quand même relativement cohérent et bien. Mais j'attends vraiment de voir ce qui va se passer dans le tome suivant pour voir si ça a été un